unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmada, Ouais. L'éducation fait l'homme instruit. La nature fait l'homme de talent. Et ce, quel que soit le domaine. Le sport, l'art, la littérature et j'en passe. On tend aussi à s'accorder que le talent seul ne suffit pas pour figurer parmi les meilleurs. Encore faut-il un encadrement pour passer du potentiel d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Voilà pourquoi ma fondation choisit d'offrir à nos jeunes une sous-branche du programme Excellencia dénommée Excellencia Jeunes Talents. Excellencia Jeunes Talents a l'ambition d'offrir à des jeunes Congolais désœuvrés et talentueux la possibilité de perfectionner leur savoir-faire au travers d'une formation de qualité et adaptée. Nous démarrons donc avec Excellencia Jeunes Talents Football, ce volet qui concerne les talents dans le foot sport roi. Les meilleurs pourront bénéficier d'une bourse pour être formés au métier de footballeur professionnel par de prestigieux clubs. En collaboration avec Proud Africa Foundation, nous lançons la première phase de notre projet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jeunes filles et jeunes garçons, vous avez entre 15 et 20 ans. Vous avez une passion pour le football. Inscrivez-vous maintenant et rendez votre talent utile à vous-même, à votre famille et à votre communauté. Que les meilleurs gagnent. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique et Info, deuxième partie. L'avenir, la thèse d'une attaque des FDLR se confirme. Meurtre de l'ambassadeur Luca Attanasio. Je voudrais ici dire que la responsabilité d'un État, c'est de protéger sa population. C'est de protéger sa flore et sa faune. C'est de protéger son environnement et son écosystème. C'est garantir la quiétude, la sécurité, la paix à ses habitants. C'est de régler tout conflit de nature à inquiéter, sinon à perturber le fonctionnement régulier dans un État ou dans une cité. Donc, ce qui veut dire admettre que les FDLR sont basés au Congo, ça veut dire deux choses. Nous servons de base arrière aux rebelles rwandais. Nous leur donnons la possibilité, eux aussi, de dire, OK, nous allons donner notre base, nous allons aussi servir de base arrière à tous ceux qui détruisent et endeuillent nos populations en RDC. Or, nous savons tous que c'est des manœuvres qui sont faites et qui sont entretenues. Ça, on le sait. Et la communauté internationale le sait. Lorsque les gens mouraient dans le Kasaï, souvenez-vous de Kamona Sampou. Quand les gens mouraient là-bas, la communauté internationale disait que le Congo, l'armée est en train de tuer son peuple, son propre peuple. C'est ça qu'on disait en fait à l'époque. La thèse internationale, c'était laisser les Kasaïens, laissez-le. Hein. C'est un problème interne, c'est un problème du Congo. Ils s'entretuent eux-mêmes. Ça, c'est que la thèse internationale. On a reproché ça longtemps, on a dit ça. Quand on a 100 pouces, c'était rien, ainsi de suite. Il ne fallait pas vraiment avoir des grands moyens. Je me rappelle encore qu'en ce moment-là, on a demandé de l'aide. Hein. Personne ne nous a aidés. Parce que c'était des Noirs, c'était des Congolais, il fallait les laisser s'entretuer. Ce n'était pas un problème. Mais quand deux experts onusiens ont trouvé la mort là-bas, alors il y a eu un déferlement international. Mais c'était toutes les nations du monde qui se sont soulevées pour parler de deux morts. Alors que sur le même territoire, dans les mêmes villes, dans les mêmes conditions, mais parce que la mort maintenant avait frappé la peau blanche, alors là, il fallait alerter l'humanité tout entière pour dire que c'est assez, il faut qu'on arrête ça là-bas. Et des procès de Landaki. Ok, les gens vont dire aussi, non, mais Christian, tu ne vas pas quand même le juger sur base de ça. Ce sont des Congolais. Baza, pardon, ce ne sont pas des Congolais, et d'abord Libanda. Ceux qui viennent au la binoté, il y a Bango et Talibango, il y a ceux qui viennent au la binoté et Talibino, il y a Bango et Bango. Oui, c'est très facile de le dire. Hein. C'est très facile de le dire. Mais à partir de quel moment, ceux qui tuent les Congolais
sont des gentilles personnes, ce n'est pas un problème, c'est des Congolais que l'armée ne comprend pas. Mais quand ce sont les mêmes personnes qui tuent les Blancs, on dit non, c'est des méchants, il faut arrêter ça, c'est des méchants. C'est cette logique-là que je ne suis pas en train de comprendre. C'est cette logique-là que je ne suis pas en train de comprendre. Donc, je pense que lorsqu'on tue les Congolais, le même FDLR ou le même groupe armé, aujourd'hui répertorié à une centaine, il y en a même qui parlent de 200 groupes armés. Lorsque ces 200 groupes armés tuent, pillent, endeuillent, c'est normal. Du moment où c'est des Congolais, c'est à la responsabilité de qui? De l'armée congolaise. Ce n'est pas là, on n'a pas besoin d'incriminer la MONUSCO, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Mais maintenant, quand ça touche 2 Italiens, tous les problèmes du monde commencent. Tous les problèmes du monde commencent. Il faut ouvrir l'œil. Maintenant, il faut voir là-bas. Il faut trouver une solution. Il faut rapidement arrêter les choses là-bas. Donc, on va arrêter. Vous allez intervenir jusqu'à ce qu'on vous tue. Donc, du moment où vous n'êtes pas impliqué, du moment où vous n'êtes pas touché, ça ne vous concerne pas. Ça veut dire que la vie a un sens différent. Quand ça touche les Blancs, ok, là c'est la vie. Quand ça touche les Noirs, bon, il faut les laisser mourir, c'est normal. Aujourd'hui, il est établi clairement que dans ce téléphone que j'ai, au moins des filles ont été violées. Ce téléphone, c'est bien de l'utiliser. C'est bien de le... Non, mais dans ce téléphone, dans cette histoire de micro que j'ai, dans ça, cette clé que j'ai, dans cette histoire de modem que j'ai au moins avec moi la justification du chaos de la RDC. Chaque avion qui circule dans les ciels, vous savez au moins qu'il y a une partie de la RDC dedans, là-bas. Dans chaque progrès technologique, il y a une part de la RDC. Mais cette part de la RDC, c'est quoi en fait? C'est traduit en quoi? C'est traduit au viol, aux mutilations, mutinerie, à l'insécurité. Et c'est là pendant 23 ans. Mais comme ça permet d'avoir un téléphone qui coûte 1000 $, ça permet d'avoir un micro qui coûte près de 500 $, ça permet d'avoir un truc qui peut coûter plus de 120 $, mais c'est pas un problème. Eux vont créer des écoles, ils vont créer des hôpitaux, ils vont créer des fonds, ils viendront vous aider. Ils vont créer des fonds, ils viendront vous aider. Ça veut dire qu'on aura des ambassadeurs qui viendront regarder les enfants dans les mines, ils viendront le regarder, travailler dans les mines, et puis ils vont faire des rapports dans les papiers. Donc, la torture, la souffrance des autres, écrite dans les papiers pour aller alimenter des conférences, lever des fonds pour venir s'enrichir et ne rien donner à ces populations. Parce qu'à un moment donné, on doit se dire, est-ce que nous travaillons efficacement pour éliminer la pauvreté ou nous travaillons efficacement pour entretenir la pauvreté? Peut-être que c'est une raison de vie de beaucoup de gens. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas audité les ONG internationales. Ceux qui viennent, entre guillemets, résoudre le problème à l'est du pays. Qui ne nous dit pas que ce sont eux qui créent ces problèmes-là? C'est bien d'apporter le soja, c'est bien d'apporter les riz, c'est bien d'apporter les haricots. Mais que dit Martin Luther King? Martin Luther King dit, un homme intelligent est celui qui donne la nourriture aux pauvres. Mais un homme sage, c'est celui qui détruit l'édifice qui produit les pauvres. Ça ne sert à rien de nous amener des soya, ça ne sert à rien de nous amener du riz. C'est bien, on mange et puis c'est fini. Mais le problème, c'est que, est-ce que vous nous aidez à régler le problème? Est-ce que vous nous aidez à trouver des solutions durables à ce problème? Nous savons tous que non. Nous savons tous que d'un côté, vous faites le jeu de l'aumône, d'un côté, vous nous volez. Vous faites un peu comme les Robins de Bois. Vous nous volez pour venir nous donner encore un peu. Mais ça, c'est en complicité avec nos gouvernants, en complicité avec nos politiques intérieures qui ne comprennent absolument rien. Mais maintenant, la situation, elle est différente. La situation, elle est différente. Pourquoi? Parce que nous venons d'avoir une nouvelle administration. Et cette nouvelle administration doit d'abord percevoir le problème, comprendre le problème. Et dans le long où nous sommes en train d'aller, nous savons tous qu'il y a des changements, mais peut-être pas des changements profonds. Peut-être pas des changements, mais pas des changements visibles, palpables. Mais souterrainement, il y a des choses qui se font.
il y a un changement je veux dire, changement de paradigme qui n'est peut-être pas frappant, mais qui va venir avec les temps. Les gens verront les efforts de maintenant, depuis 2018-2019, les gens verront les résultats des efforts peut-être dans 5 ans, peut-être dans 6 ans. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes blessé et qu'il y a le sang qui coule à flot, vous ne traitez pas tout de suite la plaie pendant que le sang coule. Non, vous arrêtez d'abord l'hémorragie. Vous empêchez que le sang commence à couler abondamment. Peut-être à couler avec une vitesse de 2, 3, 4 ou même 5 mètres, tout ça. Mais puis après, quand vous arrivez, vous baissez même à 1 mètre, à 2. C'est que dans le point de... Visiblement, les gens vont dire, mais rien n'a changé, il y a toujours des gens qui continuent à mourir. Oui, mais est-ce que les gens meurent comme ils mouraient avant? Est-ce que les gens continuent à mourir comme ça mouraient avant? Parce que même un malade, quand vous le prenez tout de suite, vous ne le guérissez pas. Vous commencez d'abord à comprendre, à analyser la maladie. Il faut d'abord poser des diagnostics. Comme ça, le traitement sera bien. Mais lorsque vous échouez dans le diagnostic, comment voulez-vous que le traitement soit efficace? Notre problématique est celle-là. Vous héritez d'un pays. Et quand je dis hériter d'un pays, je vois sur Internet, on attribue à Angela Merkel des propos comme quoi Angela aurait dit un président n'hérite pas. Et comme les Congolais sont des consommateurs des phrases et des consommateurs des citations, sans les contextualiser, bon, on le raconte. Oui, tous les présidents du monde héritent des situations. À moins qu'on définisse le terme héritage autrement. Hériter veut dire succéder. Quand je succède à quelqu'un, j'hérite ce qu'il a fait. Le passif et l'actif. Maintenant, ce n'est pas une excuse pour rester dans les excuses. Ce n'est pas une raison de dire non, on a hérité ça, on ne peut pas. Non, quand on a pris le pouvoir, un mandat, on ne l'a pas pour s'excuser, on ne l'a pas pour se justifier, on l'a pour l'exécuter. Et donc, quand on hérite un système, on corrige les erreurs du système. Cela ne fait pas de vous un non-héritier, vous êtes héritier du système. Félix Tshisekedi est un héritier de Kabila. Il a hérité le système de Kabila. Comme Kabila avait hérité le système de Laurent Désiré. Comme Laurent Désiré avait hérité le système de Mobutu. Comme Mobutu avait hérité le système de Kasavubu. Comme Kasavubu avait hérité le système de Kolon. Mais c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, c'est à nous de dire maintenant, ok, alors là, qu'est-ce que l'on fait maintenant? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, demande à l'Amérique, pardon, aux Nations Unies, demande à la communauté internationale d'élever, pas l'embargo, mais les mesures restrictives. Trop de restrictions. Nous demandons à la communauté internationale d'abord de se battre, de s'attaquer aux vendeurs d'armes. Nous connaissons tous ce marché, comment ça se passe. Ces groupes armés sont outillés, mais ils sont armés. Suffisamment armés, sans tenir compte, sans compter la traîtrise intérieure, parce que nous avons beaucoup de traîtres, on a beaucoup d'infiltrés. Mais ça fait beaucoup d'argent là-bas. Vous avez un petit carré minier ou un petit puits de je ne sais pas moi, vous avez des trucs. Mais on vous vend par exemple 1 kilo de coltan, je prends un exemple, vous le vendez à 3 dollars, 4 dollars. 1 kilo de coltan, vous le vendez à 3 dollars, 4 dollars. De l'or, n'en parlons même pas. Qu'est-ce que ça? Comment vous comprenez? Mais vous aurez la main-d'œuvre, les gens viendront acheter. Imaginez que vous extrayez 100 kilos par jour, vous avez 300 dollars. 300 balles, comme ça. Et vous êtes combien? Alors imaginez un peu ce que ça coûte, quoi. Maintenant, c'est des chiffres, mais faramineux, surréalistes. Si on vous donne les chiffres, Yambongo to Bungisi, Namakambo Est, mais notre budget ne serait pas 4 milliards. Ce budget aurait beaucoup de zéros après 4 milliards. Il y a possibilité que le Congo devienne le Singapour africain. La Chine, Malaisie, Thaïlande un peu. Mais pourquoi vous n'arriverez pas? Mais parce qu'il faut dire que c'est complexe cet endroit. Lorsque vous attaquez les rebelles, vous les attaquez, vous les tuez, c'est la même communauté internationale qui va crier au scandale, qui va crier au génocide, qui va crier à la violation de conventions de Genève, de conventions de ceci, de conventions de cela. Ils sont les premiers à imprimer des textes, ils sont les premiers à les violer, ils sont les premiers à vous reprocher de ne pas avoir agi, ils sont les premiers à vous reprocher d'avoir agi. Alors on fait comment dans ces conditions-là? Est-ce que vous avez déjà vu une résolution de la communauté internationale attaquant le Rwanda, ou accusant le Rwanda, ou accusant l'Ouganda ou le Burundi? Ils ne les accusent pas. Elle n'accuse pas.
Bon, parce qu'on va dire la communauté internationale, c'est quoi? C'est un tout. Nous faisons partie de la même communauté internationale. Mais chez des Belges, de façon individuelle. C'est d'ailleurs, à un moment donné, moi je crois que c'est même insultant, c'est révoltant, que dans un parlement belge, qu'un Belge se lève pour parler des massacres à l'Est et que d'autres Belges se posent des questions si ce qu'il dit est vrai ou faux. Alors je me dis, mais est-ce que vous êtes une bande de gens qui comprennent ou vous êtes une bande d'ignorants? Qui ne connaît pas qu'il y a meurtre tous les jours à l'Est du pays? Est-ce que cette question pouvait soulever même un doute? Est-ce qu'on peut même douter de ça? Jusqu'aujourd'hui, 23 ans après, on ne sait pas s'il y a eu génocide ou pas. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Aucune politique au niveau interne pour finalement définir ça. Est-ce que, bon, en tout cas, c'est tous les deux côtés. Les responsabilités, je le dis, sont à partager. Il faut vraiment comprendre que même au niveau interne, il n'y a jamais eu une mobilisation sérieuse pour parler au monde. Ça nous coûte quoi de faire des spots? Ça nous coûte quoi de demander à l'opinion internationale de comprendre que tant qu'on aura tant que les entreprises là, que vous connaissez, de téléphonie, des plastiques, d'aéronautique et tout, des technologies, tant qu'on aura ces entreprises en train d'évoluer, en train de faire des exploits, en train d'émerger, il y aura toujours à l'Est des guerres et des morts. Parce que nous savons tous que c'est à cause des minéraux qui se trouvent dans la partie Est de la République que ces choses-là se passent. Si nous transportons les richesses de l'Est, si nous transportons ces richesses de l'Est, nous la menons à l'Équateur, ne vous en faites pas, on sera en conflit avec Centrafrique, on sera en conflit de nouveau avec le Soudan, on sera en conflit avec le pays voisin. On sera en conflit. Si nous amenons toutes les mines qui se trouvent à l'Est, nous amenons ça à la partie, je ne sais pas moi, nord, sud, on aura des problèmes avec les voisins qui seront là. S'ils n'utilisent pas Centrafrique, si on n'utilise pas Soudan, si on n'utilise pas ce pays qui sont au nord, simplement, pour une simple raison, il n'y a pas de grands enjeux là-bas. Quand on va découvrir d'autres minéraux là-bas, il y aura, vous allez voir en ce moment-là, Centrafrique va dire, je veux aussi. Pourtant, ça ne sera pas Centrafrique. Ça sera les mêmes puissances internationales, le même possesseur, détenteur des grandes usines, des grandes ambitions. Ce sont eux qui viendront derrière ces gens-là pour leur dire, faites un peu de bruit là-bas, vous aurez ceci, vous aurez cela. Et c'est comme ça. Et chez eux, ils ont un semblant de développement. Et chez eux, ces entreprises-là voudront, Volvo par exemple, Volvo ou beaucoup d'autres entreprises, je peux citer Volvo à tort, excusez-moi, mais il y a d'autres entreprises qui voudront bien évidemment aller là-bas. Oh non, on va faire notre usine d'assemblage des véhicules ici. On va faire ça ici chez vous en Centrafrique. Bon, on va faire notre usine d'or ici en Centrafrique. Parce qu'ils savent que l'or qu'ils vont devoir avoir besoin ne sera pas poussé dans le sol centrafricain, mais ça sera plutôt dans le sol congolais. C'est ce qui explique que l'Ouganda soit les véritables exportateurs, le premier producteur, je vais dire producteur et exportateur même de l'or. Parmi, peut-être pas premier, mais parmi les exportateurs et les producteurs. Alors que dans le sol ougandais, ils n'ont pas autant d'or. Ce qui justifie que le Rwanda ait autant d'opulence. Mais à l'intérieur du Rwanda, il n'y a peut-être pas grand-chose. Sur le sol, il n'y a peut-être pas grand-chose. Le problème, c'est qu'il faut empêcher à ces géants à pied d'argile de se lever. Il faut l'empêcher. Mais pour réussir de l'empêcher, il faut faire quoi? Mais il faut toucher ses propres enfants. Ce que moi j'appelle des nains. Des hommes politiques nains. Ils sont là, de petits messieurs comme ça, qui acceptent de vendre tout un État pour de sales besognes. Ils acceptent de faire le sale boulot pour je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils vont gagner après? Ça, c'est Dieu seul qui sait. Mais au-delà de tout, c'est le matériel, c'est la futilité. Entre-temps, nous continuons à mourir, nous continuons à compter des morts. Le chef de l'État avait promis. Il a dit aux Congolais, moi la promesse du chef de l'État de dire je vais aller à l'est du pays mais rester et mourir là-bas, c'est une promesse électorale. Obama avait promis ça aussi. Vous savez, Obama avait promis qu'il allait fermer Guantanamo. Mais jusqu'à la fin de son premier mandat, il n'a pas réalisé ça. En fait, Winston Churchill dit ceci. Un homme politique doit savoir promettre. C'est ce qu'il dit. Winston Churchill dit, un homme politique doit savoir promettre. Mais il doit aussi savoir revenir devant la même population, présenter les excuses si ses promesses ne sont pas tenues et expliquer à sa population. Je pense que Félix Tshisekedi reviendra
s'il estime, parce que le temps n'est pas encore, je veux dire, il a encore 5 ans. Peut-être qu'il va le faire son 4e année, sa 4e année, peut-être qu'il va le faire dans sa 3e année, sa 4e année, sa 5e année. Peut-être, qui sait? Peut-être. Mais non. N'importe quel conseiller sérieux ne peut pas dire au chef de l'État, va là-bas, va vivre à l'Est. Non. Non, mais n'importe quel conseiller ne le dira pas. Même les conseillers occidentaux, ils ne le feront pas. Les gens vont comparer le fait que Mobutu est allé aussi vivre au Shabbat quand il y avait des problèmes. Ce n'est pas les mêmes contextes. Ce n'est pas la même chose. Lorsque Mobutu allait dans le Shabbat, c'était des hommes qu'on connaissait, qu'on pouvait identifier. Mais ici, on est dans une sorte de guérilla, c'est asymétrique. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas comment ils sont. Dans un niveau où l'infiltration atteint son comble comme ça, si vous laissez le chef de l'État là-bas, on va l'abattre, on l'abattra. Ils n'ont pas eu du mal à saboter l'avion. Pensez-vous qu'ils vont avoir du mal à saboter? Non, mais il faut comprendre. L'état-major est avancé de l'autre côté. Je pense qu'il faut aller méthodiquement, ouvrir tout le front pour résoudre le problème. Mais moi, ce que je retiens du chef de l'État, c'est que là où je suis en train de tenir, et j'attends que le chef de l'État réalise cela, le chef de l'État, il nous a promis, il a dit ceci: je mettrai en place une commission qui va évaluer tous les crimes qui ont été commis à l'est du pays. Voilà là où moi j'attends le chef de l'État agir. Voilà ce que moi j'attends. J'attends que le chef de l'État dise, bon, maintenant, nous allons avoir 2 commissions, ou une commission mixte, internationale et nationale, où nous allons inviter des hommes et des femmes qui ont vécu la chose, des rapports internationaux. Mettez-vous ensemble et établissez-nous à partir de 1996. Oui, 95, 96, on va dire 96. À partir de 96, 96, jusqu'aujourd'hui 2021, je voudrais que vous puissiez faire une commission pour étudier, élaborer, planifier et nous donner des rapports. Comme ça, on aura un rapport congolais. Ça ne sera plus contesté. Ça sera un rapport congolais. Et ce rapport-là va finalement être supporté par des résolutions. Dans les résolutions, on saura les implications des uns et des autres, à quel niveau cela a été fait. Et c'est à ce moment-là qu'on aura ces résolutions-là, on pourra les présenter. Et à la fin, maintenant, on pourra déclarer que nous avons connu le plus grand génocide, si pas du monde, mais au moins d'Afrique. Moi, je crois que c'est simple. Et nous devons nous battre pour que dans l'histoire de l'humanité, que l'on parle de ça. On nous a parlé du génocide des Juifs, alors que nous, on est Congolais. On est Congolais. C'était des lobbying juifs qui ont travaillé pour finalement imposer ce débat-là au niveau international. Nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons réussir à imposer le débat, à imposer notre douleur à nous, imposer ça à l'humanité. Comme ça, les enfants de Birmanie, les enfants de Lesotho, les enfants, je ne sais pas moi, d'Érythrée ou même de l'Amérique latine, liront qu'au Congo, il y a eu un génocide, effectivement. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une commission. Voilà, les hommes intelligents doivent finalement dire au chef de l'État, nous attendons ça. Commencez déjà maintenant à élaborer une équipe. Ce n'est pas à moi de proposer des noms. Ici, je vais saluer une dame que moi, je crois qu'elle s'appelle Madame Nathalie. Je crois qu'elle s'appelle Madame Nathalie. On a envoyé une de ses vidéos, mais très pertinente, Elle a dit exactement ce que j'avais dit il y avait 2 ou 3 jours, ou même 2 mois, 3 mois, on en parle. Voilà au moins des gens qui sont lucides. Et à la fin, elle formule une proposition, parce que c'est ça le rôle d'un intellectuel. Elle n'est pas restée en accusant, non. Elle a fait des propositions. Elle a dit, Félix Tshisekedi est le nouveau président. Souhaitons à ce président de réussir. Souhaitons à ce président de réussir. Ça ne fait pas d'elle une fanatique de Félix Tshisekedi, pas du tout. Ça ne fait pas d'elle quelqu'un qui... Non, ça fait d'elle par contre quelqu'un qui est exigeant. Comme nous autres, nous sommes excessivement exigeants. Seulement on est poli, on est courtois. Nous disons qu'il est temps d'avoir une commission qui va finalement comprendre ces choses-là. Ces groupes armés que vous voyez, la réponse n'est pas forcément militaire. Non, la réponse n'est pas militaire. La réponse, en fait, elle n'est pas seulement militaire. La réponse, elle est politique.
elle est diplomatique. C'est notre compréhension de la problématique. Ces groupes armés sont une main-d'œuvre. Ces groupes armés sont téléguidés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc, on a tous les moyens possibles de recadrer ces gens, de coordonner nos actions et puis finalement trouver des solutions. C'est très important, sinon on va dire des choses et ça ne sera pas intéressant. Nous pensons que le Congo va se relever, mais pour que le Congo se relève, il faudrait qu'on sache exactement ce que l'on veut. Nous devons décider qu'aucun territoire congolais ne sera pris ou ne sera à l'abri de ces groupes armés. Donc, au niveau de l'interne, il faudrait faire la chasse à tous ces groupes armés. Au niveau externe, il faut couper les ponts entre ces groupes, ou alors couper les ponts ou établir les ponts. D'abord, établir le pont, et puis le couper ensuite. Établir le pont de ces groupes armés avec les groupes, je veux dire les groupes économiques, aux intérêts économiques et capitalistes qui se trouvent dans l'autre côté, vous connaissez, dans les pays civilisés. Et moi, je me dis, le jour où on aura Nixon, Cannon, Seynegezer, je crois. Le jour où on aura Telsa, le jour où on aura Toyota, Samsung, Apple, le jour où on aura ces entreprises à l'est de la République pour faire les assemblages de ce qu'ils font déjà, vous pouvez me croire sur parole, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de guerre là-bas. Il n'y aura plus de guerre. Si vous voyez ce que je veux dire. Le jour où on aura des entreprises qui transforment nos matières premières sur place, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre. Il y a guerre parce que ces gens-là ont trouvé mieux et ils ont jugé que c'était bon d'utiliser nos pays voisins pour nous fragiliser. Et comme la conscience africaine est en berne, nos pays voisins ont accepté de nous détruire. Parce qu'eux aussi veulent avoir des terres chez nous. Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, je crois qu'il doit faire remettre la conscience africaine, faire comprendre aux Africains. Nous perdons lorsqu'on s'entretue. Ça ne nous sert à rien de nous entretuer. Le Congo ne gagnera pas en étant ennemi du Rwanda. Le Congo ne gagnera pas en étant ennemi de Burundi et de l'Ouganda. L'hostilité n'a jamais fait gagner le pays. Non, pas du tout. On ne gagne pas. Les États-Unis sont en train de perdre beaucoup d'argent à cause de l'hostilité qu'il y avait entre les États-Unis et la Mexique. Ou je ne sais pas si on dit le Mexique ou la Mexique, je ne sais pas. Bref, les États-Unis perdent beaucoup la Mexique. Les États-Unis vont perdre. Et bien, Bota, la tant conflit à Japon, la Chine et Zalaki, les deux pays s'est neutralisé et vont perdre. Bota, la deux Corées, comment ça fonctionne? Il y a toujours un qui perd dans des conflits inutiles. Or, ensemble, nous gagnons tous. Mais dans le conflit, le plus fort gagne. Et ça ne sert à rien que nous soyons en conflit permanent avec le Rwanda. Je préfère qu'on arrête cette question. Qu'on arrête cette question, qu'on se regarde dans les yeux, au niveau africain, bien sûr, qu'on dise, ça ne sert à rien de servir des bases arrières pour détruire les autres. Ça ne nous sert à rien. Cette politique-là va nous desservir. Et ça, c'est le discours qui doit être finalement, qui doit être porté en Afrique. Cela n'empêche pas qu'au niveau national, que vous puissiez exercer des forces, que vous soyez fort pour que vous puissiez être respecté par les autres. Ma posture n'est pas une posture d'aller supplier le Rwanda. Vous n'imaginez pas que nous allons aller supplier le Rwanda, ou supplier l'Ouganda, ou supplier le Burundi. Ce n'est pas une question de les supplier. Moi, je vous ai dit que tôt ou tard, le Rwanda demandera pardon. Avec Kagame ou sans Kagame, le Rwanda demandera pardon. Quand il y aura un président normal, quand il y aura une administration normale au Rwanda, ces gens-là comprendront qu'ils ont causé beaucoup du tort à la République démocratique du Congo et ils demanderont pardon. Et je vous dis sincèrement, ne vous en faites pas, cette guerre ne durera pas longtemps. Ce conflit ne va pas durer des siècles, c'est faux et archi faux. Ça va s'arrêter un jour, on vivra en paix. On vivra en paix, vraiment en paix. On sera en paix. Le Congo et le Rwanda, le Congo et l'Ouganda, le Congo et le Burundi, à un moment donné, nous allons arrêter de nous regarder comme des ennemis. On va se regarder comme des frères. Ça arrivera. Ce n'est peut-être pas encore le moment, parce que les blessures sont encore béantes, les blessures sont encore douloureuses, les plaies sont encore ouvertes.
il n'y a pas de sincérité du côté de nos agresseurs. Ils ne reconnaissent pas les torts qu'ils nous ont causés. Et d'ailleurs, il y en a qui continuent même à causer encore du tort. C'est normal. Pour l'instant, ça fait encore très mal. Et nous avons besoin de réparation. Nous avons besoin de réparation. Et la réparation, on l'aura. Ne vous en faites pas. D'une manière ou d'une autre, nous finirons par avoir la réparation. Seulement, je dis, travaillons intelligemment, bannissons les émotions qui ne vont pas nous aider en tout cas. Ce qui va nous aider maintenant, c'est la raison. Ce qui va nous aider maintenant, c'est la raison. Et le temps de la raison a sonné. On a essayé la politique belliqueuse, ça n'a pas marché. Et faisons la politique diplomatique maintenant. Peut-être que ça va marcher. Le plus important, c'est qu'on aboutisse à au même résultat. Et puis le vrai résultat, il faut qu'on se pose des questions. Voulons-nous faire la même chose que le Rwanda? Ça veut dire, nous aussi, que nous puissions tuer les Rwandais, les massacrer, organiser des guerres là-bas, les endeuiller. Si c'est ce que nous voulons, bon, décidons. Décidons de façon unanime. Mais si c'est ce que nous voulons, c'est qu'on arrête les barbaries, qu'on arrête les tueries, que le Rwanda paye pour ce qu'il a fait, ou pour au moins sa responsabilité, c'est encore un choix. C'est à l'État congolais de définir ce qu'il veut. Qu'est-ce que nous voulons? Je pense humblement. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait plus de tueries à l'est du pays. Ce que nous voulons, c'est que le Rwanda ne puisse plus s'immiscer dans les affaires congolaises. Ce que nous voulons, c'est que et le Rwanda, et l'Ouganda, et le Burundi, et les pays voisins, qu'aucun pays voisin ne songe nous attaquer, ne songe offrir sa terre comme base arrière, ne songe nous menacer. Mais attention, ce n'est pas dans une bande dessinée. Ce ne sont pas des choses qui vont se raconter comme ça, puis c'est fini. Non. Entre-temps, nous devons nous définir maintenant. Nous devons définir notre capacité à nous défendre à travers une armée forte, bien entretenue, régulière, dissuasive, équipée, professionnelle, où il n'y a pas de traîtres, où il n'y a pas de manigances, où la compétence est finalement récompensée. Si nous avons une armée comme ça, ça va être bien. Il faudrait que notre appareil de sécurité, ça veure dire nos services de sécurité, soit plus performants, plus intelligents, capables d'aller espionner les gens, capables de broyer les signaux des autres, capables d'avoir de l'ascendance sur les autres. Tant qu'on n'aura pas un système de sécurité qui fait peur aux autres, ben, on sera toujours faible. Donc, c'est à nous de définir notre défense. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, le feu. Nous devons avoir une capacité de feu qui fait peur, qui dissuade l'autre. Et ça se construit intelligemment, scientifiquement dans ce pays. Ça ne sert à rien de râler sur YouTube. Ça ne sert à rien de râler dans les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Les résultats ne viendront pas comme ça. Pour que le résultat, tous un résultat, nous devons alors nous-mêmes définir ce que l'on veut. C'est comme ça. Si vous ne faites pas peur, vous aurez peur. C'est ça, la règle en diplomatie, c'est ça. Si vous ne faites pas peur, vous aurez peur. Voilà. Si vous ne faites pas parler de vous, vous allez parler des autres. À la place de crier Tutsi Power, cultivons maintenant le Mongo Power. Cultivons maintenant le Luba Power. Cultivons maintenant le Congo Power. Cultivons, je ne sais pas moi, le Swahili Power. Cultivons ça. Sinon, on va raconter. Cultivons le Tetela Power, oui. Cultivons ça. Développons cette mentalité que nous sommes plus forts qu'eux, que nous pouvons aussi les battre. Nous pouvons aussi les infiltrer. Il ne faut pas qu'on s'interdise, qu'on se mette des limites. Mais si nous continuons dans cette logique d'avoir peur continuellement du Rwanda, de continuer à parler que du Rwanda, on aura fait le choix de les aider à être forts et de nous affaiblir. Mais je pense qu'appartenir dans une génération de ceux qui croient que nous allons changer ce pays. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Et donc nyonso biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc tout à
chinois sinon kolia pa ya chinois kolia nini ndeko na yo teka anoteka biloko ya mboka ya fresh ya bio na bio yo mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali takomba kanganya mpoto ya mbisela balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te kala ngando ndengalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya soro po bato comprendre te mawa bakongole ualonu pona kolia na bino moko bakondela bino kalinyo kolia na apeti chongo Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakimya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakimya, Panakungo, Toye Mali, Loye Bolonde, Yalisa.